ces dernières années des fonds importants en provenance des États européens, mais aussi de la Commission européenne, avaient donc atterri dans les mains d'organisations qui étaient soit proches d'organisations terroristes, soit des organisations qui simplement soutiennent la violence et qui, en définitive, propagent et développent donc la radicalisation au sein de la population palestinienne. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que il y a quelques jours encore, vous étiez au Parlement européen à Bruxelles et vous êtes intervenu au nom de votre association NGO Monitor, dont vous êtes le directeur du département francophone, pour alerter, on va dire le Parlement européen. Expliquez-nous quelle était la quintessence de votre intervention. Écoutez, c'est surtout le contexte. Le contexte, c'est que voilà, on se rapproche donc d'une sorte d'accord peut-être entre Israël et les États-Unis et d'autres pays pour le jour d'après de la guerre de Gaza, et on sait très bien que des sommes astronomiques d'argent vont être déposées sur la table, que ça soit des fonds pour la reconstruction, de l'aide humanitaire, l'aide au développement, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est de garantir ou du moins minimiser les risques que ces fonds soient de nouveau détournés, soit directement, soit indirectement par le Hamas. Soit directement si le Hamas est encore en place, ou alors indirectement via donc des organisations qui sont en réalité des proxys du Hamas ou d'autres organisations terroristes. Mon but lors de mes entretiens au Parlement européen, c'était justement d'alerter les parlementaires qui sont, on va dire, proches d'Israël, qui tiennent Israël dans leur cœur, et de leur expliquer donc toutes ces problématiques, de montrer que ces dernières années des fonds importants en provenance des États européens, mais aussi de la Commission européenne, avaient donc atterri dans les mains d'organisations qui étaient soit proches d'organisations terroristes, soit des organisations qui simplement font de la dissémination on va dire de narratifs qui sont extrêmes, qui soutiennent la violence et qui, en définitive, propagent et développent donc la radicalisation au sein de la population palestinienne. Donc, j'ai donné plusieurs exemples en ce sens. Et encore une fois, pour que les responsables, enfin les députés européens, prennent ce sujet entre les mains et essayent donc d'influencer la Commission européenne en développement, par exemple, de nouveaux mécanismes de financement afin de veiller à ce que ces fonds ne tombent pas entre les mauvaises mains. De combien on parle de fonds? Lorsque vous parlez de fonds, et surtout en perspective de la reconstruction de la bande de Gaza, de la part de l'Union européenne, on peut parler de centaines de millions de dollars ou... Ah oui, largement. C'est-à-dire qu'on sait à peu près que l'argent pour la reconstruction, on parle de 70 milliards de dollars ou d'euros. Oui. Maintenant, qui va financer quoi? On ne sait pas exactement. Donc, la Commission européenne va mettre des milliards. Bon, après, bien sûr, vous aurez le Qatar, la Turquie, l'Égypte, les Émirats, etc., peut-être mais aussi les États-Unis. Mais on sait que de manière historique, la Commission européenne est le plus gros bailleur de fonds pour les Palestiniens. Donc, on peut estimer qu'une majorité de ces fonds soient distribués et transférés par la Commission européenne. Alors concrètement, quelles sont les structures, on va dire les systèmes qui peuvent justement empêcher le Hamas de recevoir cet argent, d'en bénéficier et de l'utiliser ensuite non pas pour reconstruire la bande de Gaza, mais peut-être pour se réarmer. Disons-le clairement, tout d'abord, tant que le Hamas sera au pouvoir, il est clair que cet argent sera au moins directement volé par le Hamas. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, c'est vrai que on peut essayer de faire des efforts. Enfin, quand je dis on, c'est la Commission européenne et les principaux bailleurs de fonds des Palestiniens. C'est d'introduire des nouvelles clauses dans les contrats entre, par exemple, des ONG et la Commission européenne, la France et l'Allemagne, par exemple, pour justement faire en sorte que cet argent aille entre de bonnes mains. Alors, un exemple, on va dire, qui peut être banal, mais qui a marché par le passé, c'est que quand vous écrivez noir sur blanc que l'organisation qui est récipiendaire de ces fonds doit reconnaître l'existence, par exemple, de l'État d'Israël, c'est une clause qui peut paraître banale pour nous, mais pour des ONG palestiniennes qui sont radicalisées et qui voient dans l'Europe ou d'autres pays, on va dire, des
des entités coloniales qui souhaitent, on va dire, conditionner l'aide au développement. Ils appellent ça des conditions politiques, parce que pour les Palestiniens, il n'y a pas de terrorisme. Ça, c'est une ligne rouge. Et on a vu par le passé que de nombreuses ONG ont refusé de l'argent. Pourquoi? Parce que certains États demandaient à ce que ces ONG reconnaissent l'État d'Israël comme État juif et simplement l'existence de l'État d'Israël. Donc déjà, on peut rajouter de manière, on va dire, générique cette clause dans tous les contrats pour, on va dire, essayer d'éliminer les ONG qui sont les plus radicales. Après, de la même manière, je rappelle que jusqu'au 7 octobre, dans la liste, on va dire, antiterroriste de l'Union européenne, il y avait donc le Hamas, le Djihad islamique, le FPLP et d'autres, mais il n'y avait pas d'individus. C'est-à-dire que uniquement au mois de novembre ou décembre 2023, Sinoa, par exemple, ou Ani ont été donc introduits donc dans les listes antiterroristes. Alors, si on veut que l'argent aille entre de bonnes mains, il faut donc faire une cartographie de ces organisations terroristes, voir qui travaille, qui sont les principaux, on va dire, terroristes de ces organisations, les introduire dans les listes et bien entendu après faire aussi de la recherche sur les dirigeants des ONG qui reçoivent cet argent ou les employés qui ont accès à l'argent, les employés de ces ONG bien entendu, pour vérifier que ces individus ne sont pas en lien également avec des organisations terroristes. Parce qu'on l'a vu dans le passé, on l'a découvert, on l'a exposé à multiples reprises à NGO Monitor que nombreux de ces cadres financiers de ces ONG étaient liés au Hamas, au FPLP, etc. Donc effectivement, il y avait de grands risques à ce que l'argent européen soit détourné par ces individus. Donc il faut beaucoup plus de contrôle et encore une fois, lister ces gens et faire en sorte qu'ils n'aient pas accès à l'argent. Alors, comment on réagit, on va dire, les personnalités du Parlement européen que vous avez rencontrées à ce genre d'argumentaire? Est-ce qu'ils étaient attentifs et, on va dire, à l'écoute, ou alors ils vous ont reçu par politesse en sachant pertinemment qu'ils allaient poursuivre leur démarche en vue de venir en aide au Hamas ou à l'autorité palestinienne? Bah écoutez, il y a deux sons de cloche. Hein. Je dirais que la plupart des députés européens, on va dire c'est une majorité aujourd'hui de droite, bien sûr sont pro-israéliens, comprennent exactement nos inquiétudes et sont volontaires justement pour essayer donc de changer les choses. Maintenant, quand on discute avec des hauts fonctionnaires de la Commission européenne, là c'est un autre son de cloche. C'est-à-dire que premièrement, ils nient catégoriquement que de l'argent aurait pu être donc détourné par le Hamas, qu'en définitive, il faut donner de l'argent pour les besoins humanitaires, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais en définitive, on a l'impression, quand on entend ces hauts fonctionnaires, que le terrorisme palestinien, en définitive, est un collatéral. C'est-à-dire que il faut donner dans tous les cas de l'argent pour aider les populations palestiniennes, et on peut effectivement imaginer que l'argent sera d'une manière ou d'une autre détourné par les organisations terroristes, mais c'est le prix à payer. Voilà, on peut entendre ces deux sons de cloche. Et concrètement, est-ce que vous avez des soutiens, des gens qui, lorsque vous n'êtes pas sur place, vous permettent de mieux faire passer ce message, de mieux rappeler, par exemple, dans les commissions, lorsqu'il s'agit de valider justement des budgets importants, de la gravité? Parce que je me souviens, parce qu'on se parle régulièrement, il y a certains pays qui sont attentifs à cela. Je pense par exemple au Danemark, dites-moi si je me trompe, et c'était le pays il y a quelques années. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y en a plus des pays qui sont attentifs à cela après la guerre? Non, c'est toujours un peu les mêmes. Encore une fois, comme vous l'avez mentionné, on a des alliés au sein des commissions, donc par exemple du budget, ce qui est le plus important, ou de la défense. Et par exemple, voilà, lors de ma visite donc au Parlement européen, j'ai rencontré donc un des cadres donc de la commission du budget européen, justement pour expliquer toutes ces problématiques. Et il a parfaitement compris et il essaiera de travailler en ce sens par la suite pour essayer donc de conditionner, on va dire, l'aide aux Palestiniens. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup d'avoir accepté de nous informer sur ce dossier. Je voudrais peut-être une dernière question, si vous avez quelque chose à nous dire sur cette information qu'on a vue circuler il y a quelques jours. Le fait que l'autorité palestinienne aurait
augmenter considérablement, peut-être même jusqu'à doubler les allocations qui sont virées aux familles des terroristes. On le sait, c'est un des problèmes et c'est une des exigences de réformes qui sont insérées, on va dire, dans le plan Trump concernant les réformes au sein de l'autorité palestinienne. Il y a effectivement, vous avez des informations à ce sujet, effectivement une volonté de l'autorité palestinienne de continuer à financer aussi massivement les familles de terroristes? Alors, est-ce qu'il y a une volonté? Oui, bien entendu. Encore une fois, c'est ça le problème, on va dire, lors des relations entre Israël et les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en Israël, on sait très bien que l'autorité palestinienne, lorsqu'elle promet des réformes, notamment en ce qui se concerne donc le père Forsley, donc de donner de l'argent à des prisonniers palestiniens. Voilà, ils promettent. Les Européens en général disent ah bah merci beaucoup, vous avez promis. Comme vous avez promis, on va vous donner plus d'argent, etc. Mais dans les faits, il n'y a pas de réforme qui est mise en place. C'est-à-dire que le maximum de réforme, c'est de faire transférer ces fonds par une sorte de fondation privée qui serait contrôlée par l'autorité palestinienne. Mais en définitive, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu que ça passe directement par le budget de l'autorité palestinienne, ça va passer par une fondation qui est contrôlée par l'autorité palestinienne. Donc, c'est une manière de maquiller un peu les choses, mais dans les faits, l'argent continue donc d'être versé aux terroristes palestiniens qui sont emprisonnés en Israël. Et ça, c'est un gros problème parce que, encore une fois, l'Europe, pour eux, ils voient les promesses comme on va dire, des faits, comme des réformes mises en place, et c'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, l'argent continue donc d'être acheminé d'Europe donc à l'autorité palestinienne sans que ces réformes aient été mises en place de manière concrète. Eh bien, c'est important de le souligner également parce que finalement, s'il n'y a pas de réforme au sein de l'autorité palestinienne, eh bien, cela implique que l'autorité palestinienne ne peut pas prendre aucunement le contrôle de la bande de Gaza sur le plan sécuritaire ou même sur le plan de la reconstruction de la bande de Gaza. Et cela a bien entendu des répercussions extrêmement importantes sur l'avenir justement de la bande de Gaza. Merci beaucoup Vincent Cheba d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci Daniel.